Alors, la dernière fois, nous avons parlé sur le passage, ou la transition entre la Gaule romaine et la Gaule barbare. Mais maintenant, on va parler sur les entités politiques, les dynasties. Nous avons dit les familles royales. Les Mérovingiens, nous avons commencé par les Mérovingiens. Les Mérovingiens, la dynastie des Mérovingiens, les Francs, leur roi c'est Clovis et ses fils conquirent presque toute l'ancienne province romane de Gaule, correspondant à une grande partie du territoire de la France actuelle entre 481 et 535. En 754, la dynastie mérovingienne a vécu faiblesse du pouvoir royal, bien sûr, pouvoir de l'aristocratie franque, et des maires du palais sortent de premiers ministres. Passons aux Carolingiens. La deuxième famille ou dynastie, c'est les Carolingiens. Les Carolingiens, le pouvoir passe à la dynastie carolingienne, bien sûr, après les Mérovingiens, du nom de Charlemagne, roi le plus emblématique de cette dynastie. Le maire du palais, Charles Martel, avec l'appui du pape, organise cette passation de pouvoir. Les Capétiens, après les Carolingiens viennent les Capétiens, bien sûr. Le second millénaire s'ouvre avec la dynastie des Capétiens. Hugues Capet, duc des Francs, reçoit l'appui du haut clergé français pour reprendre la couronne de France en 987 et contrecarrer le prétendant carolingien Charles de Basse, soupçonné de vouloir céder aux ambitions du Saint-Empire germanique, fait exceptionnel dans l'histoire des successions dynastiques. Hugues Capet est élu par l'Assemblée des Grands du royaume franc. Le nom de France est employé de façon officielle aux environs de 1190, quand la chancellerie du roi Philippe Auguste commence à employer le terme des Rex francs, c'est-à-dire roi de la France, à la place de Rex Francorum, roi des Francs. C'est-à-dire qu'ils ont caractérisé ou mis en caractérisation le territoire, tout le territoire français, pour désigner le souverain. Le souverain, c'est le représentant. À partir de 1205, le territoire est désigné dans les châles sous le nom de régnum. Maintenant, passons au Valois. Lorsque le roi Charles meurt en 1328, il n'a pas d'héritier direct. De même, ses frères n'ont pas hérité mâle, dans le choix offert par la descendance de Philippe le Bel, leur père. L'Assemblée des Grands du royaume opte pour Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, plutôt que pour Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel, le roi d'Angleterre. C'est ce fils conducteur, celui des dynasties, c'est les familles, qui se sont succédées au Moyen-Âge, suivi de celle des Bourbons et de la puissance monarchique jusqu'à la Révolution de 1789, qui permet de retracer l'histoire des Francs de la France à travers les turbulences des différentes
époque. Les différents aspects du Moyen-Âge. Maintenant, il y a 4 aspects du Moyen-Âge. Le premier aspect, c'est on parle de politique intérieure. L'empereur, souverain de droit divin, est servi par une administration centralisée, compétente, disciplinée, le droit justinien est modernisé et adapté aux conditions de la vie sociale, c'est-à-dire la politique intérieure, c'est adapté aux conditions de leur vie sociale, c'est-à-dire tous les textes sont repris dans un code unique. Ici, on partage le même code linguistique. Deuxième domaine, dans le domaine économique et culturel, le développement de l'industrie et du commerce donne à l'Empire la puissance et la richesse. Constantinople devient le grand entrepôt où s'échangent tous les produits du monde. Non, à l'université, les maîtres enseignent la philosophie, rhétorique et les sciences. Constantinople est le foyer d'un renouveau artistique, littéraire, philosophique, architecturel, scientifique. Là encore, la Renaissance italienne en profitera quelques siècles plus tard. Au regard de cette civilisation brillante, prospère, organisée, tout laisse à penser que l'Europe va devenir orientale. Et on va voir ça dans la civilisation orientale. Au 4e semestre, bien sûr, mais grave danger pour l'avenir. Constantinople attire toutes les convoitises et déjà se font jour les faiblesses qui vont conduire Byzance à sa perte. 2 points d'explication, c'est-à-dire je vais expliquer la question sociale, les soulèvements féodaux, l'omniprésence de l'Église. 3. Les évolutions religieuses. Nous avons la disparition du paganisme, la croissance du christianisme, la séparation des églises catholiques et orthodoxes, l'expansion de l'islam. C'est-à-dire les évolutions religieuses passent successivement par la disparition du paganisme. Après la disparition du paganisme vient automatiquement la croissance du christianisme. Ensuite, se sont séparés par des églises catholiques et des églises orthodoxes. Ensuite, c'était l'expansion de l'islam, passant au Moyen-Âge central et tardif. Après les 5 siècles obscurs du Haut Moyen-Âge, l'Europe va entrer dans une période formidable contrastée, c'est-à-dire 3 siècles d'effervescence, de découverte et de prospérité. Le Moyen-Âge central, malheureusement obéré par l'épouvantable aventure des croisades, puis 2 siècles macabres. Le Moyen-Âge tardif marqué par les guerres et les épidémies, c'est-à-dire découvertes scientifiques et techniques. En mathématiques,
Système décimal et algèbre sont transmis par les Arabes. Invention de la lunette de vue, observation du siècle, c'est-à-dire les découvertes scientifiques et techniques sont transmises par les Arabes, surtout en mathématiques, système décimal et algèbre. 2. Les techniques navales s'améliorent, invention de l'astrolabe, redécouverte de la boussole, mise en point de la voile latine et du gouvernail, c'est-à-dire également apportée par les Arabes aussi. Toutes ces techniques permettront les grandes découvertes qui vont suivre. Dans le domaine agricole, les progrès sont également spectaculaires avec l'invention de nouveaux équipements pour améliorer l'agriculture. Bien sûr, c'est des colliers d'épaule, charrues métalliques, moulins à eau et à vent. Tous ces outils, bien sûr, sont utilisés pour l'agriculture. Et une nouvelle technique de culture, c'est l'assolement trinal qui évite l'appauvrissement des sols et améliore les rendements. Non, on passe au développement des villages et des villes. Cette augmentation de la population concerne les villages, mais aussi de nouvelles agglomérations construites au carrefour d'échanges, les bouges où les habitants, les bourgeois, se consacrent à l'artisanat et au commerce, c'est-à-dire les bourgeois se sont concentrés sur l'artisanat et le commerce, bien sûr. De grands pôles urbains commerciaux apparaissent également, ou en Italie, ou Venise, ou Gênes, Pise. Contrôle les échanges méditerranéens dans les Flandres et en mer Baltique, où les Hanses développent le commerce en mer du Nord, c'est-à-dire le commerce en mer du Nord s'est développé dans les Flandres et en mer Baltique. En France, avec notamment Lyon et les foires de Champagne, féodalité, le mot féodal qui dérive du mot fièvre. On est venu à qualifier tout ce qui ressemble à un rôle de rapport social périmé, évocateur hiérarchie ancienne, injuste. Le système féodal est un ensemble d'institutions et de juridictions bien précises d'un moment particulier de la civilisation du Moyen-Âge occidental, forgé dans l'aristocratie guerrière, bien sûr, cherche à régler la violence des rapports de force et de propriété. La religion, le Moyen-Âge central est marqué par l'hérésie et le développement de l'Inquisition. L'Inquisition fonctionne comme un tribunal basé sur la recherche de la faute. Toute personne soupçonnée est poursuivie. La délation est stimulée par la confiscation des biens des hérétiques au profit du Seigneur. Alors, je vais vous programmer aussi un cours en présentiel pour bien expliquer tout ça. Merci, au revoir.